Bonjour, bienvenue à ce quickie. Ça va être 20 minutes, on va essayer de faire intense. Préparez-vous. Je vais vous présenter Infrastructure as Code et on va se poser la question est-ce que c'est la fin du métier de DevOps? Alors c'est un peu provocateur, évidemment non. Mais voilà, on va se pencher sur le sujet. Donc un petit mot avant de ma société. Je suis parti d'une société qui s'appelle Sparkline, qui s'appelait avant The Base, pour ceux qui sont nantais et qui connaissaient. Donc on est environ 80 collaborateurs qui sont répartis entre Paris, Nantes et Londres, et c'est exclusivement à Nantes qu'on a notre centre de développement technique. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On fait un outil qui permet aux commerciaux de pouvoir cibler leur marché. Idéalement, on aimerait dire, dans un futur proche, un commercial qui est client chez nous, et il va recevoir un message où il va se connecter, on va lui dire appelle tel numéro, c'est potentiellement un client pour toi. Donc du coup, tout ça pour dire qu'on fait beaucoup de big data, du machine learning et des choses comme ça. Mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, on va parler principalement d'infrastructure as code. Alors du coup, d'où est venue cette réflexion infrastructure as code? C'est parce qu'en fait, on a quelques démarches, quelques objectifs. Donc on essaye d'être time to market. C'est-à-dire en gros, on essaye au maximum d'écouter nos clients et de faire en sorte qu'avec leur feedback, on essaye d'avoir un produit qui corresponde vraiment à ce qu'ils veulent le plus rapidement possible, dans la semaine. On doit faire beaucoup d'expérimentation, c'est-à-dire essayer certaines choses, faire des petites démos. Donc on doit pousser régulièrement des stacks pour essayer des choses pour des clients ou des personnes en interne. On a des ressources RH et en euros, pour le coup, assez limitées, et on essaye de s'inscrire dans un mouvement DevOps. Alors, je mentionne ça, c'est juste pour dire qu'on n'est pas énormément, on n'est pas une armée d'Ops qui est capable d'avoir des racks et d'attendre 15 jours pour avoir le rack qui soit installé, le serveur qui soit installé. Donc voilà, et au final on va essayer de se poser la question si maintenant les Ops, tels qu'on les définissait avant, c'est-à-dire les sysadmins sur les serveurs qu'ils ont commandés avant, c'est pas un peu obsolète, parce que maintenant la plupart des entreprises on travaille sur un cloud, donc l'infrastructure est montable en un clic, la mise en prod est très facilitée, les services sont managés, par exemple les bases de données managées, les queues managées, donc il n'y a plus besoin de gérer les load balancers managés, donc plus besoin de gérer les patchs de sécurité, c'est Amazon ou Google qui fait ça pour vous. C'est accessible pour tout le monde. On est en mode pet versus cattle. Avant, on bichonnait son serveur. Maintenant, s'il ne marche pas, on le détruit et il sera remplacé automatiquement. Et on se demande, du coup, est-ce qu'on a besoin d'avoir une vraie expertise Linux en interne dans une entreprise? Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qu'on va déléguer finalement aux providers de cloud tels que Google, Amazon et j'en passe? Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, quels sont les avantages de l'infrastructure as code? Alors déjà, qu'est-ce que c'est infrastructure as code? C'est que vous allez décrire votre infrastructure finalement sous forme d'un fichier texte qui va être utilisable par la machine et par les humains. Donc par les humains, ça veut dire que c'est versionné, c'est-à-dire qu'à tout moment, on est capable de faire des comparatifs et de garder les anciennes versions de son infrastructure. Alors par exemple, on a un auto-scaling group avec un load balancer, avec des instances qui sont là, qui sont de telle façon. Tout ça, c'est versionné, c'est du code dans Git. C'est reproductible par rapport à suivre une documentation. Qui n'a jamais une documentation où il manquait la fameuse version ou quelque chose qui n'existait plus, ou une référence vers une autre documentation qui n'existait plus. Là, au moins, c'est du code, c'est censé fonctionner du premier coup, donc c'est reproductible. C'est plus rapide qu'un humain, enfin, sauf si vous êtes Flash. C'est optimisé si c'est bien outillé. Évidemment, on peut toujours faire des bêtises, même si c'est écrit. Voilà, comme je disais, c'est tout automatisé. Ça peut être automatisé, c'est-à-dire on peut avoir des mises en prod automatisées, du déploiement continu si on le souhaite. C'est sécurisant, pas en termes de sécurité, mais plus cryptage, tout ça, mais plus, par exemple, un humain peut faire des erreurs. Une machine, si c'est un code qu'on lui demande d'exécuter maintes et maintes fois, au final, l'erreur, elle se produit jamais, parce qu'on l'a déjà éprouvé. Et c'est aussi auto-documenté, c'est-à-dire si on voulait savoir, ah oui, mais c'était quelle version exactement de Linux sur laquelle je me base pour mon Docker, etc., il suffit de regarder dans le code, et on le voit. Alors, un des gros outils qu'on utilise en interne, ça va être Rancher et Docker. Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui sont familiers avec Docker ici. Donc, voilà, juste une petite phrase pour rappeler ce que c'est. Donc, ça vous offre la garantie qu'un même conteneur va s'exécuter de la même façon partout. C'est-à-dire qu'un développeur, il va écrire son code, il va l'embarquer dans un conteneur, il va pouvoir le tester en local, et ça marchera de la même façon en production. Alors,
concrètement, c'est quoi? Finalement, c'est un composant applicatif. Alors, un composant applicatif, c'est votre API, votre front, tout ce que vous voulez, n'importe quelle pièce de back-end. Et le Docker embarque, alors entre gros guillemets, c'est pas vraiment ça, mais embarque quelque chose qui va vous faire penser qu'il a son propre Linux embarqué dans son Docker. Donc du coup, ça vous laisse le choix. Vous partez d'un petit Alpine Linux ou d'un Ubuntu, vraiment ce que vous voulez, et vous mettez votre composant applicatif, et ça, c'est votre Docker, et ça, c'est packagé, et ça peut être envoyé en production, en test, en ce que vous voulez, et ça fonctionnera toujours de la même façon. Nous, chez nous, on le met dans un environnement Rancher, je vais décrire après ce que c'est, et le tout tourne sur Amazon Web Services. La particularité de Rancher, c'est qu'il peut tourner où on veut. Donc si vous avez la moitié de votre infrastructure chez Rackspace, Google Cloud ou en local, il n'y a pas de souci, ça fonctionnera. Mais chez nous, on a fait le choix de partir sur Amazon. Alors concrètement, là, c'est un modèle typique d'une infrastructure Rancher, c'est on va avoir un master qui va un peu centraliser, qui va faire l'orchestrateur d'une part, et qui va faire aussi le point d'entrée pour les humains et pour le CLI. Et il va s'occuper de plusieurs environnements. Et nous, on a fait le choix que ces environnements-là, on les mettait dans des auto-scaling groups. Alors l'avantage de les mettre dans des auto-scaling groups, c'est que si on veut scaler, c'est facile. Et surtout, s'il y a une machine qui a un problème, elle est dégagée, elle est remplacée. Et donc du coup, un environnement est un auto-scaling group. Et donc du coup, on peut faire des environnements de production, de recettes, de tests, de ce que vous voulez. Et ensuite, pour les bases de données, les choses persistées, on va utiliser les services managés d'Amazon qui vont être RDS ou éventuellement S3 que j'ai pas mis sur cette slide. Et enfin, le tout est sécurisé dans un sous-réseau privé, et le client ne pourra accéder que par le load balancer qui lui est public. Donc concrètement, c'est du Rancher, et cette particularité, c'est qu'on décrit l'infrastructure, donc le lien, les différents conteneurs et leurs liens sous forme d'un Docker Compose. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais c'est quasiment une norme maintenant chez Google, c'est extrêmement facile, extrêmement lisible. Et encore une fois, j'insiste, c'est un fichier texte, c'est du code. C'est versionné, c'est reproductible, on peut faire une pull request dessus, on fait ce qu'on veut. Et on peut le lancer en local avec la ligne de commande Docker Compose, c'est prévu dans Docker, mais aussi Rancher Compose est capable de le manger avec un petit fichier annexe et de pouvoir utiliser ça pour déployer votre code. Alors concrètement, si on veut faire du build ou des déploiements continus, c'est facile. On fait un petit commit de votre code, de votre page HTML, de votre fichier Java, peu importe. Ensuite, par exemple, vous utilisez un Jenkins, vous pouvez utiliser d'autres choses. Il est buildé, il y a un Docker qui est produit, le Docker il est pushé sur le Docker Registry. Et ensuite, avec Jenkins ou avec autre chose, on a vu tout à l'heure Spinnaker pour ceux qui étaient dans la même salle, ça pourrait fonctionner à peu près de la même façon. On va appeler Rancher, on va dire à Rancher, maintenant tu déploies cette version de mon composant. Et ensuite, Rancher, il va s'occuper de faire tout ce qui est rolling overhead, notamment, c'est-à-dire il va vous mettre la V2 et arrêter, si vous avez plusieurs instances de votre V1, arrêter la première instance et ainsi de suite. Donc, passer une toute petite démo. Donc, on va faire un petit Docker. Alors, le Docker, il va être extrêmement simple, c'est qu'on va partir d'une image Nginx. Alors, cette image Nginx, c'est un Linux sur lequel il y a eu Nginx installé, et on va copier un fichier dedans. Alors, c'est vraiment... Là, c'est de l'infrastructure as code très minimale, c'est un Dockerfile. Donc, c'est index.html. Voilà, pour l'instant, j'ai juste mis un Hello World. Et donc, sur Rancher, voilà, Rancher, ça ressemble à ça. Donc là pour l'instant, j'ai deux instances, donc deux machines actives. J'ai fait une petite stack DevFest que vous voyez ici, avec... alors, je vais peut-être partir depuis la stack. Voilà, donc on voit la petite stack DevFest. Et finalement, donc le fichier que je vous ai montré tout à l'heure, il se concrétise par un petit load balancer que j'ai appelé Hello, qui va exposer un port, LOLB, et mon applicatif qui va être Hello, qui va juste dire Hello World. Et les deux... non, on voit ça, je ne sais plus où on voit ça. Voilà. Voilà, et les deux parlent ensemble. Donc il y aura deux conteneurs pour le load balancer, un sur chaque machine, et après trois conteneurs Hello, pourquoi pas 3, pourquoi pas 4, voilà, c'était le choix pour la démo. Et si on regarde sur l'infrastructure, voilà, donc on retrouve bien mon petit load balancer que j'ai spécifiquement dit d'en mettre un sur chaque machine, en plus, et mon applicatif qui va tourner un petit peu où il veut. Et ensuite, si on teste, voilà, on a le Hello World qui marche. Alors du coup, on va changer un petit peu, on va faire DevFest. Voilà, changement de code extrêmement minimal. Donc là, on va juste le committer avec un message qu'il ne faut pas faire. Et le pusher, voilà.
Et donc à côté de ça, on a un petit Jenkins. Alors Jenkins, il peut pas se lancer toutes les moins de 1 minute, donc on va l'aider un petit peu. Mais en théorie, il est censé pouler le repo. Et s'il se lance, voilà, il se lance. Alors qu'est-ce qu'il fait? J'aurais pu vous montrer ce qu'il fait, le contenu, mais bon, ça va être assez visuel. Donc il va juste builder le Docker, l'envoyer sur notre Docker Registry. Et ensuite, il va demander à Rancher Compose de l'upgrader. Et si on regarde ce qui se passe sur les machines, on voit effectivement qu'il a killé, qu'il a arrêté une des premières instances de mon applicatif. Il en démarre un deuxième, et ainsi de suite. Alors là, par contre, la surprise, ça va être savoir combien de temps ça va prendre pour faire tout ça. Ben, c'est quasiment fini, donc il fait le dernier. Allez, encore un petit effort. Alors après, si on teste tout de suite, là, on est un peu entre les deux, donc voilà, ça va être la surprise. Donc voilà, il a fini, et donc notre code a bien été pris en compte. Alors du coup, ce qu'on a montré ici, c'est que à la fois le Docker et le Rancher Compose, c'est de l'infrastructure as code. On va revenir à la présentation. Un petit peu, voilà, hop. Donc c'est un petit slide de backup au cas où. Ah oui, dernier truc qui est sympa dans Rancher, c'est que vous pouvez vous loguer en SSH sur votre conteneur et voir un peu ce qui se passe. Vous pouvez voir les logs directement depuis l'interface. Et aussi votre Docker Compose, il y a des petits wizards qui vous aident à les écrire, si vous n'êtes pas confiant. Donc ensuite, nous, on a pris le parti d'être sur Amazon Web Services, mais encore une fois, c'est exactement ce que je vais expliquer, ça s'applique sur tous les providers de cloud que vous pouvez imaginer, voire même OpenStack chez vous, si vous voulez. Donc on utilise deux trucs principaux, donc on utilise un truc, en général c'est cette architecture là qu'on a, donc c'est un auto-scaling group, donc du coup ça va permettre de scaler en quelques clics, en quelques bouts de code, et avec un petit load balancer devant, et puis un DNS qui va nous orienter. Et donc du coup l'avantage de l'auto-scaling group surtout, c'est que si une machine elle tombe, elle est remplacée, si on veut scaler, c'est un clic. Donc il y a plusieurs façons de créer une machine. Donc dans notre cas, on utilise, comme je vous l'ai montré, des machines Rancher OS sur lesquelles il y a juste un agent de démarrer. Mais si vous avez d'autres besoins, et si ce n'est pas forcément pour faire du Rancher, vous pouvez partir d'une image de base et vous utilisez Cloudinit ou Bash pour les provisionner. Mais en fait, il y a mieux. Vous avez des outils qui s'appellent Packer, qui vont vous permettre de démarrer une instance, une VM de n'importe quel cloud provider de votre choix ou VirtualBox ou ce que vous voulez, les provisionner avec par exemple Ansible, Cloudinit, Bash, ce que vous voulez. Donc Ansible, je le conseille, c'est aussi quelque chose d'assez sympa pour provisionner une machine. Et une fois que la machine elle est prête, il va créer une image et il va la stocker pour vous. Et Ansible et Packer, c'est du code, c'est du JSON, c'est du Ansible, c'est son propre truc, c'est une sorte de YAML. Et voilà, vous avez votre image qui est prête, et ça c'est du code. Et ensuite, une fois que vous avez votre image, vous avez envie de la mettre en production. Donc nous, par exemple, on utilise Terraform, qui va du coup créer une infra avec l'autoscaling group, les load balancers, les entrées dans route 53, dans votre DNS, dans ce que vous voulez, et pouvoir partir d'un état A et aller vers un état B de votre infrastructure. Et le tout, c'est du code, encore une fois. Donc si vous voulez mettre en production une infrastructure avec Packer et Terraform, encore une fois, ça part d'un commit, c'est du code. Donc là, c'est du commit infrastructure, c'est pas du commit de code applicatif. Le build, voilà, c'est... Ah oui, non. Vous pouvez aussi partir de votre code. Vous décidez de changer votre code parce que vous avez un applicatif qui tourne directement sur une machine, c'est pas forcément du Docker. Par exemple, ça peut être du Java, c'est pas grave, vous le committez, le build il va se faire. Si c'est du Java, ça va être pushé sur Nexus, et ensuite, dans la foulée, vous pouvez lancer le build d'une image, donc il va builder une image qui va aller chercher ce jar, et ensuite, on va demander à Terraform de l'appliquer en production, c'est-à-dire de remplacer les machines, de mettre à jour votre auto-scaling group, etc., etc. Donc, dans notre cas, deuxième petite démo très rapide, comme je vous ai montré tout à l'heure, on a deux machines. Et donc du coup, c'est mon cluster Rancher finalement, j'ai décidé que c'était un auto-scaling group et qu'on pouvait le scaler avec Terraform. Donc Terraform c'est relativement simple, c'est qu'on décrit notre auto-scaling group. Notre launch configuration, bon ça c'est du jargon Amazon. Mais grosso modo, on lui dit de partir d'une image de base, donc ça va être un Rancher OS, prendre tel type d'image, telle taille de disque dur, etc., etc. Et surtout, on lui dit, voilà, on veut un auto-scaling group entre 2 et 3 machines, entre 0 et 3 machines. Et nous, tout à l'heure, on en a mis 2, là, on va en mettre 3.
Donc là, c'est du code. Si vous voulez, vous pouvez le committer, etc. Faire une pull request. Donc on va aller un petit peu plus vite que ça. Et on va juste... juste faire un Terraform apply. Et si tout se passe bien, non, ça n'a pas marché. Nouvelle version de Sierra qui me fait quelques petites frayeurs. Voilà, donc ce qu'il a dit, c'est un auto-scaling group, donc chez Amazon. Donc on va voir ça chez Amazon. Voilà, on avait 2 machines, et là en théorie, voilà, Activity History. Il n'a pas encore pris en compte. Mais il ne va pas tarder à le prendre en compte. Voilà, Desired 3. Donc on est passé de 2 à 3 machines. Alors c'est pas, il faut le temps que la machine elle démarre. Donc en attendant qu'elle démarre, je vais conclure et éventuellement prendre les questions. Donc du coup, l'infrastructure as code, nous on l'a mis en place à différents niveaux. Donc sur l'infra qu'on va appeler infra-serveur, j'allais dire infra-machine, mais c'est vrai que techniquement c'est pas des machines vu qu'on est dans des machines virtuelles. Sur le cloud, c'est plutôt des machines virtuelles dont il faut parler. Donc on utilise Ansible pour provisionner les machines, et Packer, Terraform pour gérer l'infrastructure, et un petit peu de Cloud Init de temps en temps. On a une infra logique, donc là ce qu'on avait appelé l'infra logique, c'est l'organisation entre vos différents conteneurs, vos différents microservices. Donc là c'est Rancher qui va prendre ça en charge avec le Docker Compose. Et ensuite votre infra, donc on va dire applicative, donc c'est en gros votre conteneur, vous partez d'un petit Linux, vous installez ceci, cela, vos fichiers comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et finalement c'est une sorte aussi d'infrastructure as code. Et donc du coup on utilise Bitbucket voilà, comme Git, Jenkins pour builder, et puis un petit peu de bash un peu partout. Et donc au final, pour conclure, on va dire que finalement une mise en prod, c'est quoi? C'est une pull request. Donc du coup, on se dit que finalement, le métier d'Ops, c'est une pull request. Donc du coup, finalement, ça devient du métier de dev. Voilà. Donc forcément, j'imagine que les ops et des sysadmins, il y en a toujours chez Google et chez Amazon, mais dans des petites structures, dans des petites startups, on n'a pas besoin d'embaucher des sysadmins et d'avoir une équipe ops pour faire des mises en prod. L'équipe de dev peut très bien se débrouiller à partir du moment où il y a un environnement tel que Rancher, avec des Terraform, etc., etc. Tout reste du code. Ou au moins d'avoir un nombre de personnes limité. Le futur, ça sera encore pire que ça sera carrément serverless, c'est-à-dire que vous utilisez des providers en conteneur as a service, ou les lambda ou les Google Fonctions, et vous codez juste votre bout de code, et derrière l'infrastructure, vous spécifiez juste ce que vous avez besoin comme CPU, et puis Google le fera pour vous, quoi. Voilà, donc on passe aux questions, mais avant les questions, si ça a marché, non, c'est encore trop tôt. Bon. Ça apparaîtra si la troisième machine va apparaître. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors encore une fois, désolé, c'est extrêmement rapide, j'ai dû dire plein de bêtises, mais c'est 20 minutes. Quoi. J'ai juste une question, c'est par rapport à derrière là, les reverse proxy que vous utilisez notamment. Vous avez dupliqué votre VIP, votre IP virtuel pour le load balancing sur les différents nœuds Rancher. Et en frontal, vous avez quand même un load balancer sur Amazon pour faire la répartition? C'est ça, c'est que en fait, c'est plus pour une raison de sécurité. En fait, on a les load balancer Rancher qui vont être juste là pour applicativement savoir quel est le endpoint. Mais après, derrière, en vrai, quand on veut exposer le endpoint au public, on va utiliser un load balancer avec le certificat SSL dans un sous-réseau différent. Et donc, pour faire en sorte que le grand public ne puisse pas accéder à notre infrastructure interne. C'est le but unique. Pour la démo, en fait, le truc que vous ne voyez pas, c'est que je ne passe pas du tout par le load balancer Amazon, en fait, parce que j'ai pris un accès VPN qui va contourner tout ça et nous donner accès à la partie plus administration de manière sécurisée. Maintenant, pour le site et l'outil qu'on propose à nos clients, il y a juste un load balancer et évidemment, il ne passe pas par notre VPN, quoi. Du coup, là, le load balancer se base sur du HAProxy. Il arrive à adresser les conteneurs qui sont dans différents hosts Rancher. Oui. Pour pouvoir faire. C'est ça. Ils font le load balancing en interne aussi, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Après, il faut faire un tout petit peu attention. On pourra en discuter pour ceux que ça intéresse. Actuellement, le load balancing,
Il y a un petit débat sur Rancher, c'est que le Rancher en fait a un DNS interne, c'est pas vraiment du load balancing, c'est juste un DNS, donc il va exposer les URL, les IP internes des différents Docker. Et le problème, c'est qu'il ne fait pas de round robin dessus. Donc, si vous avez votre client qui est mal implémenté, selon le forum Rancher, du coup, il va toujours prendre le premier. Donc, c'est à vous de faire votre round robin ou votre pondération telle que vous voulez. Il y a des débats. Voilà. D'autres questions ? Et voilà, elle est arrivée. Voilà, je ne sais pas si on peut dire d'autres. Je pense que c'est terminé de toute façon. J'espère que la question n'avait pas été posée sur l'intervention précédente, ça a peut-être été le cas. Pour tout ce qui est erreurs fonctionnelles non détectables en automatisé, ouais. Qu'est-ce que ça va être l'avenir du coup pour donner des règles peut-être de retour en arrière sur une version précédente ou autre ? Alors, pour le choix qu'on a fait sur Rancher, c'est de déployer en mode green-blue, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en gros, on déploie une nouvelle stack, on va la tester, et on laisse toujours l'ancienne stack prête à prendre le relais si on s'aperçoit qu'en fait on a mis en production une erreur. Si on part dans des architectures complètement serverless à la Lambda ou à la Google Function, là on va dire que c'est peut-être encore trop jeune pour avoir des mécanismes un peu automatisés. Je sais que sur les Lambda il y a des versions. Donc chaque lambda, on va décider que le trigger, donc par exemple l'API Gateway va appeler tel lambda sur telle version, donc pour être sûr de pouvoir passer d'une version à l'autre. Voilà, maintenant c'est plus, c'est encore un petit peu jeune, je pense, pour les infra serverless. Merci. D'autres questions ? Moi j'avais une question, c'était plutôt par rapport à Swarm. Là je vois que vous êtes équipé de la 1.10 au niveau de la version de Docker. Ouais. Est-ce que Rancher, ça se passe bien avec Swarm? Je veux dire, surtout au niveau de la 1.12 là où il a un peu changé. En fait, Rancher, il vous laisse le choix de votre orchestrateur. Donc on dit Rancher c'est un orchestrateur, mais en fait finalement Rancher c'est un peu une surcouche d'un orchestrateur. Donc il a son propre orchestrateur qui va vous mettre par défaut, qui va s'appeler... j'aimerais bien vous les montrer, mais ouais, si on fait ça... Ouais, il va avoir son propre orchestrateur. Ouais, non, c'est pas ici que ça se met. Voilà, Manage Environment. Dans l'environnement, voilà. Donc il a son propre orchestrateur par défaut qui s'appelle Cattle, que nous on trouve très bien, mais par contre derrière vous pouvez mettre du Kubernetes, Mesos ou Swarm, probablement d'autres choses dans le futur. Donc voilà, pour l'instant j'ai pas vraiment de retour d'expérience à vous donner. Maintenant tout ce que je sais c'est qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent Kubernetes derrière, et ils sont assez fiers de leur intégration récente de Mesos. Voilà. Donc après Swarm j'en entends moins parler du côté de Rancher. Alors encore une fois, pourquoi on a pris Cattle, c'était aussi pour bénéficier du Docker Compose, qui n'est pas possible sur Mesos ou sur Kubernetes. C'est un formalisme un peu différent, et donc du coup, Docker Compose peut être utilisé en local, et ça c'est ou dans d'autres environnements que Rancher, et ça c'est quand même super agréable. Bon, c'est terminé. Merci de votre attention.